Bonjour à toutes et à tous. Je vais démarrer sans plus tarder en fait, hein, pour le propos du jour. Donc aujourd'hui, effectivement, le but, c'est de travailler un petit peu ensemble sur ces questions de discours autour du climat. Alors, je vais simplement en fait partir du travail qui a été fait pour l'ouvrage Blablabla. Je ne vais pas inventer l'eau tiède, entre guillemets, et retracer les différents grands récits autour du climat. Je dis bien autour du climat, pas autour de l'économie, par exemple, puisque je ne vais pas m'appesantir sur les notions de décroissance ou c'est encore autre chose. Mais ça, on pourrait y revenir ensemble. Donc, euh, donc voilà, bah, écoutez, c'est parti pour un petit voyage dans la sphère narrative. En fait, là où je travaille moi, c'est vraiment en analyse de discours. Alors, l'analyse de discours, elle repose sur quelques postulats intéressants et importants. C'est une discipline qui existe depuis les années 80, on va dire, notamment dans sa version anglo-saxonne, l'analyse de discours critique, mais ça prend sa source dans les travaux notamment de Michel Foucault et de Michel Pêcheux, dans plutôt les années 60-70 en France. Donc, il y a plusieurs postulats de départ qui sont importants, qu'il faut garder en tête. D'abord, c'est le fait que la langue influence notre manière de percevoir le monde. Ça, c'est important. Et le rapport au monde de l'espèce humaine est toujours transmis par les récits. Alors, première chose, c'est donc si cette langue influence notre manière de percevoir le monde, c'est parce que les mots qu'on va utiliser traduisent des imaginaires et ne sont pas neutres, ne sont jamais innocents. Ça, c'est très très important, c'est une des bases de l'analyse de discours. Et en plus de ça, on le voit du point de vue anthropologique, notre rapport au monde, il est toujours médié par le récit, par la narration, par les histoires. La simple preuve de ça, s'il en fallait une, c'est le fait que tout petit, en fait, on nous raconte des histoires, des contes. Et quelle que soit finalement la société dans laquelle on est, la culture, que ce soit dans la forêt amazonienne ou en France ou aux États-Unis, c'est pareil. C'est-à-dire que les histoires, c'est hyper important. C'est ce qui structure le rapport au réel. Donc ça, c'est quelque chose de fondamentalement humain. Et donc, ça veut dire que cette notion de narrativité, elle n'est pas innocente, elle n'est pas anodine, et en fait, elle est vraiment centrale dans notre construction de la perception qu'on a du monde. Deuxième élément important en analyse de discours, on a accès à nos représentations sociales ou à nos imaginaires uniquement à travers les discours qui les façonnent et que nous produisons. Les discours façonnent les imaginaires et les imaginaires façonnent les discours. C'est vraiment ce qu'on appelle une boucle systémique. Et donc, c'est par l'étude des discours, quels qu'ils soient, qu'on va avoir accès aux représentations. D'ailleurs, c'est par hasard si en sociologie ou en psychologie, régulièrement, vous avez même des gens qui vont travailler avec des linguistes pour mieux comprendre en fait ce que vont déposer les individus au moment de questionnaires ou d'interviews. Donc ça, c'est important. C'est grâce à la langue, puisque la langue influence notre manière de percevoir le monde, forcément, c'est donc à travers la langue qu'on a accès aux représentations. Donc, troisième élément, nous venons au monde au sein de ce qu'on appelle une toile narrative. Ça, c'est les travaux de Seyla Ben Habib. Et cette toile narrative, en fait, nous précède. C'est-à-dire qu'en fait, on va naître dans une famille, dans une culture, dans un pays, et donc on est tissé dans une toile. Mais on va pouvoir, évidemment, choisir de tisser de nouvelles toiles ou de se détisser de certaines toiles. Par rapport à nos parents, par exemple, il y a des choses qu'on va abandonner, qui ne nous conviennent pas. Et puis, on va aussi tisser de nouvelles toiles de récit avec des amis qu'on va rencontrer, par exemple, ou des relations amoureuses, etc., etc. Donc, on tisse notre toile narrative au fur et à mesure. Il y a des toiles évidemment collectives. Il y a des toiles collectives dont on prend simplement un bout et pas un autre aussi. Donc ça, c'est aussi important puisque on va le voir par rapport au discours climatique, ça explique les incohérences dans lesquelles on se retrouve aussi. Et puis, l'environnement, l'écologie, le climat et la biodiversité, pour ne reprendre que ces termes, ne font pas exception à la règle, bien évidemment. Ils constituent des terrains de guerre narrative, littéralement, de combat ou de lutte narrative, hein, où plusieurs discours se retrouvent en concurrence, voire s'interpénètrent, voire s'influencent les uns les autres. Et on va voir de ce fait-là énormément parfois de mal en fait détisser tout ça. En fait, la question de départ, elle est importante, c'est pourquoi, alors même qu'on sait depuis les années 80, la fin 80, les premiers travaux du GIEC, on va dire, et puis même avant, avec d'autres travaux scientifiques, alors qu'on sait très bien que ce réchauffement existe, qu'il s'accélère et qu'on a toutes les preuves, pourquoi est-ce que finalement on ne va pas travailler sur les solutions? Alors, il y a plusieurs explications. Il y en a une qui est politique, évidemment, ou économique. Puis il y en a une autre qui est un peu plus complexe que ça, qui est celle du discours. C'est-à-dire qu'en fait, pour l'instant, on n'a pas trouvé de discours qui va nous convaincre
ou persuadés pour mettre en place des changements, ou alors à des niveaux plus individuels ou plus communautaires, mais pas au niveau vraiment ultra collectif. Alors d'abord, il y a les discours qui sont structurés pour refuser l'urgence climatique, c'est-à-dire se dire que, en gros, ça n'existe pas ou c'est pas si grave que ça. Et donc ces discours-là, bah, le plus intéressant, en tout cas le plus emblématique, c'est le climato-scepticisme. C'est celui qui circule de plus en plus. Enfin, en tout cas, on a un regain de climato-scepticisme en ce moment, qui est lié en fait tout simplement à un regain d'offensive en fait conservatrice sur plusieurs thématiques sociales, y compris le climat. Ça aussi, il faut le savoir, c'est que en général, on a évidemment des groupes, des lobbies qui vont faire pression, pas simplement sur le climat, mais sur d'autres sujets aussi. Et donc forcément, leur narratif à eux, il est beaucoup plus vaste. Et donc, quand on les attaque sur le climat, en fait, bah, on n'attaque pas sur les autres choses. Et c'est important de bien avoir ça en tête aussi. Donc, au niveau du climato-scepticisme, il s'agit d'une production de discours qui peuvent prendre plusieurs formes, mais dont l'objectif est toujours le même, c'est hyper important. Il faut minimiser l'importance du réchauffement climatique et des personnes qui en parlent. Soit le nier, mais ça prend moins en ce moment, soit en tout cas le minimiser. Donc, ou en gros, c'est pas si grave que ça, ou finalement il pleut, donc ça veut dire qu'il y a pas de réchauffement, ou il fait plus froid qu'il y a un an, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de réchauffement, etc., etc. Donc l'idée, c'est vraiment minimiser, nier, en tout cas mettre le doute, le scepticisme justement, sur bah, les sciences climatiques ou climatologiques. Le climato-scepticisme fait partie d'un processus politique réactionnaire, conservateur, voire néoconservateur, hein, lié souvent à l'extrême droite, et qui trouve cette origine dans les sphères conservatrices et complotistes, puisqu'on voit que, mais ça c'est le propre des sphères conservatrices, notamment aux États-Unis, mais ces sphères-là irriguent aussi des acteurs en Europe, hein. Ce sont des sphères qui vont vraiment aussi fomenter des récits, des contre-récits, donc des complots, pour construire des narratifs alternatifs. Et ça, c'est quelque chose de très très important. Comme en fait on est accro au récit et qu'on en a besoin, en fait, finalement, un récit complotiste, ce n'est qu'un récit parmi d'autres dans la tête d'un être humain, et bah, un récit qui peut plaire, parce qu'il est séduisant, parce qu'il parle à certaines émotions, à certains imaginaires. Et c'est pour ça que le complotisme fonctionne bien, parce que finalement, le complotisme sait utiliser des trames narratives bah, qui vont générer du suspense ou de l'attachement émotionnel. Donc c'est évidemment ça le problème, et se battre contre ça, c'est pas forcément évident. Le climato-scepticisme se positionne contre le traitement médiatique et politique du réchauffement climatique, avec pour attitude l'inaction climatique ou l'action climatique la plus limitée possible. On le verra notamment avec le technosolutionnisme. Donc, l'idée, c'est aussi toujours de se positionner en contre-récit en disant bah, tout le monde ne fait que parler de climat, ce qui est évidemment faux, vous le savez mieux que moi, hélas. Mais dans leur tête, en fait, et dans leur récit, le climat est présenté comme une doxa, voire en fait un complot du GIEC qui en aurait besoin pour en fait s'autofinancer. Donc, bon, bref, il y a tout un ensemble de récits autour de ça dont on pourra parler. Donc, souvent, les climato-sceptiques vont cibler les incohérences des liens entre météo et climat, forcément, puisque ce sont deux choses très différentes, mais ils vont mettre ça en forme en général. Le GIEC en tant qu'institution, ou les membres du GIEC, ça c'est vraiment quelque chose qui revient très très souvent, et la place du réchauffement climatique dans l'espace public, notamment en définissant le réchauffement, le réchauffisme, comme ils l'appellent parfois, comme une sorte de religion fanatique qui nous empêcherait en fait de vivre. D'accord? Donc ça, c'est vraiment des fonctionnements discursifs assez récurrents, assez simples à identifier. Évidemment, après, il faut se battre contre ça, et là, c'est forcément moins évident. Deuxième récit pour contrer, ou en tout cas pour minimiser l'urgence climatique, c'est ce qu'on appelle la bouffe politique, enfin ce que j'appelle en tout cas la bouffe politique. C'est-à-dire, et en France notamment, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien, puisque l'assiette, c'est quelque chose de sacré dans ce pays, le terroir, la bouffe, etc. C'est le fait effectivement de transformer finalement la nourriture en objet politique et de construire un récit politique ou contre-politique autour de ça. Donc, en gros, on a la nourriture et l'alimentation qui, on le sait, font partie des sujets de tension dans les controverses écologiques, ne serait-ce que pour les problèmes de récolte qui vont évidemment être limités par les différentes sécheresses ou inondations. Et voilà, c'est une réalité renforcée par des risques de pénurie et les destructions environnementales en lien avec le changement climatique. Les controverses autour de la nourriture sont surtout liées à des questions de goût et de plaisir. Ça, c'est hyper important de bien le noter. La question des récits, quand je dis que les récits structurent notre rapport au réel, c'est que les récits, en fait, ne construisent notre culture d'appartenance.
quelle que soit votre culture, en Afrique, en Amérique latine, en Asie, en Europe, etc., les contes font partie d'un patrimoine culturel, d'accord? Et donc, il y a aussi des contes autour de la bouffe, autour de la nourriture, autour de l'alimentation. Heu, En France particulièrement, pas que en France, mais en France particulièrement, et c'est lié à des questions de goût et de plaisir. Pourquoi je mets ça, en comment dire? En exergue? C'est parce que le goût, le plaisir, ça, ce sont des émotions positives. Et donc dans les récits de bouffe politique, on va justement mettre en exergue le fait que, beh, les écologistes notamment, vont vouloir finalement nous couper du plaisir, donc nous couper de nos émotions positives, et donc c'est quelque chose dont personne n'a envie, à la base. Donc ça joue vraiment sur des éléments anthropologiques très, très basiques, hein, finalement, du point de vue cognitif, et affectif. Donc, de ce point de vue-là, les exigences écologistes sont parfois dépeintes comme peu plaisantes, éloignées de cette dimension hédonique, hein. On parle justement, quand on parle de plaisir, on parle de dimension hédonique. Et donc l'une des astuces, moi je pense qu'il faut vraiment, aller là-dessus. Il ne faut pas hésiter à valoriser les notions de goût et de plaisir et d'émotions positives, car c'est un ciment social fondamental du point de vue culinaire, mais pas que d'ailleurs, hein. Mais là, en l'occurrence, on parle de nourriture. Et donc la cuisine végétarienne ou végane ne doit pas échapper à cette dimension. C'est comment mettre finalement les notions de goût et de plaisir au centre. Alors on voit qu'il y a il y a pas mal de chaînes, notamment de vidéos, autres, de comptes qui le font. Et je pense que c'est vraiment important parce que sur ce terrain du plaisir, on va avoir beaucoup de mal, à se faire entendre puisque évidemment, qui dit, agir contre le réchauffement climatique dit limiter ou changer certains comportements qui sont perçus comme plaisants ou faciles ou agréables. Alors, c'est pas simplement quelque chose, enfin, vous voyez, quand je parle de récits, je ne parle pas de gauche ou de droite, puisqu'en fait, finalement, les récits contre-climatiques, on les trouve un peu partout, y compris à gauche. Et là, on va évidemment tout de suite assez vite penser, à Fabien Roussel et au Parti communiste, pour qui cette notion de bouffe-politique est un ciment, est un des récits fondamentaux, pardon, de ce qu'ils vont, mettre en œuvre. Mais évidemment, on va aussi avoir ça du côté du milieu conservateur, avec notamment les questions, des menus à la cantine, notamment, hein, où là, ça tout de suite fait énormément de débats, ou bien la suppression des petits fours au foie gras à la mairie de, je crois que c'était Besançon, je ne sais plus laquelle c'était, mais ou Grenoble. Mais on voit bien que, dans cette bouffe politique, on va feu de tout bois. C'est-à-dire que tout de suite, on va dire: «Mais l'écologie s'attaque au terroir, donc au patrimoine français, donc à l'identité française, donc à nous», et cetera. Donc les ennemis de la nation, les écoterroristes. Bon. Outre les considérations gustatives, la nourriture est aussi liée à des notions d'authenticité et d'identité, notamment en France, hein, pas que. Et on va leur parler de terroir, ce qui montre qu'il est compliqué, voire impossible, de séparer cuisine et culture. Donc comment est-ce qu'on va, finalement construire une nouvelle culture, une culture éco-compatible ou climato-compatible, en reconstruisant une culture gastronomique et culinaire, au final? Et c'est un des enjeux fondamentaux. La difficulté de parler de récit, c'est qu'on va parler à plein de sphères de la vie quotidienne, y compris les sphères les plus intimes, les plus anodines. Et pourtant, c'est là que tout se joue aussi, d'accord? Évidemment, les décisions, on le sait, doivent se prendre au niveau industriel, économique et politique, mais l'adhésion, elle se construit sur des changements culturels profonds et c'est tout l'enjeu et tout le challenge finalement du réchauffement climatique, c'est qu'il nous met en face il nous met face à cette exigence-là, cette exigence, on doit changer de culture. On est en fait des migrants. En fait, on est en train de bouger malgré nous, alors que la terre sous nos pieds ne bouge pas. Donc ça, c'est quelque chose de très, très important et on va devoir changer de culture, s'adapter à une culture nouvelle qu'il va falloir créer, alors même que, bah, pour l'instant, on se dit que tout ce qu'on a, est donné, enfin, et ne doit pas n'a pas vocation à changer. Et donc si les amis de l'écologie critiquent l'absence de plaisir dans les choix culinaires, plusieurs acteurs tentent de se réapproprier la dimension de plaisir afin d'en finir avec le cliché d'écologie punitive dans l'assiette. On le voit notamment avec la cuisine, il y a certains chefs qui en font maintenant comment dire? Quelque chose de fondamental. Ça devient une mode aussi et c'est bien que ça devienne une mode, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Donc ça, c'est les tendances sont importantes, ça peut être des alliés très, très, très positifs dans cette, notion de construction de nouveaux récits. Dans le refus de l'urgence climatique, il y a ce qu'on appelle, enfin ça on l'a bien vécu largement l'année dernière, le don't look upisme, c'est un bon français, hein, toujours. C'est le fait que, bah, c'est le sujet de plus de climat dans les médias, je pense, donc là, il y a pas de surprise. C'est le fait que des médias se consacrent exclusivement à la crise climatique. Ouais, c'est une nouveauté, en fait et ça s'inscrit dans une histoire du traitement journalistique de l'environnement.
c'est très récent qu'il y ait des médias purement dédiés à la crise climatique, des médias comme Vert, ou des médias comme Reporter, etc., etc. On peut en citer d'autres, Climax, ou même à l'heure actuelle, du coup, pour le traitement parodique, mais c'est quelque chose de récent. Alors, on voit qu'il y a des évolutions, on voit qu'il y a eu effectivement, par exemple, la météo de France 2 qui devient une météo climatique, donc ça, c'est quelque chose de très, très important, de fondamental même, mais on voit bien qu'il y a encore beaucoup de travail, notamment dans dans les médias généralistes, soit les grands médias généralistes, soit dans la presse quotidienne régionale, où là, il y a encore beaucoup de réticence à parler de climat. Donc c'est évidemment important, puisque notamment, on le sait, la presse qui est la plus lue en France, c'est la presse quotidienne régionale. Et ce ne sont pas les médias nécessairement dans lesquels on a l'habitude d'aller parler, où on a l'impression qu'en fait, ils touchent tout le monde. Ils touchent effectivement tout le monde, mais en fait, on arrose un peu de manière vaste et sans forcément aller directement toucher les gens sur leur territoire, dans leur quotidien. Donc c'est important de garder aussi ça en tête. Il faut parler beaucoup plus à la PQR. Elle tient en fait vraiment dans ses mains les récits concrets et quotidiens locaux. Donc, la particularité des médias qui se consacrent à l'urgence climatique, c'est leur ligne éditoriale. C'est-à-dire, elle traite l'ensemble des sujets économiques, sociaux et politiques à travers le prisme du changement climatique. Ça, c'est quelque chose de nouveau, enfin de récent en tout cas. C'est très bien. Et donc, ça montre que là aussi, la ligne édito, elle est importante à construire et à garder surtout. Et donc, il faut influencer les lignes éditoriales des autres journaux. Alors, il y en a qu'on n'arrivera sans doute jamais à influencer, hein. L'Express, Le Point, Valeurs Actuelles, Le Figaro et j'en passe, mais d'autres qui sont plus perméables à ça, et donc il faut travailler avec eux. Donc, dans le paysage médiatique, l'écologie et le climat sont portés par des figures dédiées qui ont massivement émergé, notamment pendant les manifs contre la loi climat, on l'a vu, hein, on le voit encore aujourd'hui, en lien avec le renouveau des milieux écologistes militants. Cette réalité permet de contrebalancer le traitement des médias généralistes qui ne parviennent pas encore à traiter les questions climatiques avec le sérieux nécessaire, hormis quelques exceptions. On le voit pour le populaire du centre, voilà, la canicule heureuse, ou le journal La Montagne l'été dernier aussi. Enfin, il y a eu pas mal de cas comme ça, euh, où la canicule notamment, ou les feux de forêt étaient traités comme des choses qui étaient finalement assez soit marginales, ou soit à travers le prisme finalement voilà, du bonheur de manger une glace ou de se baigner dans la mer, quoi. Donc on est effectivement totalement à côté de la plaque par rapport à ce que ça implique en réalité sur le long terme. Et donc, la communication scientifique ne suffit pas pour faire parler de la cause climatique. Il faut s'appuyer à la fois sur le haut potentiel narratif de l'urgence climatique, de fait, et sur des figures fortes pour incarner et raconter cette urgence. Alors ça, c'est très compliqué parce que, euh, comment dire, dans les récits, dans les contes, dans quels que soient les récits des histoires, vous avez besoin de personnes pour incarner. Il y a des héros, il y a des protagonistes, etc., etc. Or, la culture des mouvements militants qui, en fait, justement, construisent la sensibilisation à l'urgence climatique, ont des cultures de dépersonnalisation, ce qui est une bonne chose, car c'est une culture collective, parce qu'il faut justement, souvent ce sont aussi des cultures qui vont travailler sur du renouveau démocratique, donc en fait plus de collectif, moins d'individualisation, etc., etc. Or, la difficulté, c'est que dans le projet politique démocratique, le fait de dépersonnaliser, c'est une très bonne chose, c'est ce dont on a besoin pour faire évoluer notre démocratie, mais dans la question de la dimension anthropologique narrative, il faut des figures pour incarner. Et sans ça, en fait, on n'arrive pas à incarner un récit et donc on n'y adhère pas. Donc on voit bien que là, on a une tension qui est très très forte entre la tentation du collectif qui est nécessaire, mais le besoin de figures qui vont incarner. Alors, il y en a des figures climat qui incarnent évidemment. Je pense à Camille Etienne, par exemple, là tout de suite, mais il y en a plein d'autres. Beaucoup plus de femmes d'ailleurs en général que d'hommes en ce moment, et ça c'est une très bonne nouvelle aussi. Ça montre qu'il y a autour de ça des questions de justice sociale qui sont en train de bouger dans ces collectifs-là. Mais on voit bien qu'il faut pour emmener aussi, pas simplement nos communautés, mais les communautés plus larges, en fait les peuples en général, il faut des incarnations encore autres, peut-être même des incarnations alternatives pour en fait porter des discours un peu différents. Mais voilà, c'est cette question qui est intéressante et importante. Et en face, on a des médias qui vont du coup pouvoir faire parler ces figures-là, mais qui vont devoir le faire petit à petit en changeant leur fusil d'épaule et en évitant l'écueil du donc-locopisme, justement. Je passe au récit d'apparence maintenant, puisqu'on a le récit de refus, on a le récit d'apparence. Les récits qui vont essayer de se dire, OK, globalement, on va faire quelque chose, mais en fait, ce qu'on fait ne règle pas le problème. C'est-à-dire que les récits d'apparence, en général, vont essayer de solutionner les conséquences du réchauffement climatique, mais pas les causes. D'accord? Ça, c'est hyper important. C'est le cas notamment du greenwashing.
entre autres, hein, mais aussi du technosolutionnisme, c'est-à-dire qu'en fait, on va jamais s'attarder sur les causes. D'ailleurs, ils sont jamais dans les discours, hein. On va jamais se dire que, bah, voilà, il y a tout un système politique, économique, extractiviste qui est à l'origine du réchauffement et donc il faut arrêter ce système-là. Non, ce sont des récits qui vont dire: «OK, on va s'occuper des conséquences. Une fois qu'on aura réglé ces problèmes-là, qu'on aura trouvé les bons boutons sur lesquels appuyer, il n'y aura plus de problème et en gros, on pourra continuer comme avant». Donc comment dire? Cette tension entre cause et conséquence, elle est très importante pour comprendre comment fonctionnent ces récits d'apparence. Donc le greenwashing d'abord, qui est l'un des plus connus évidemment, donc il résulte de la perception d'un écart entre le discours d'un acteur et ses actions concrètes en matière environnementale et climatique. Il y en a plein. On peut parler de la vaisselle réutilisable chez McDo ou chez Burger King maintenant. On peut parler évidemment de toute la com de Total Energy sur les énergies renouvelables, alors même que derrière, ce sont, des bombes climatiques qui sont en projet pour les années, les décennies à venir. Bon, il y a plein de on peut parler aussi de la campagne, du sucrier Daddy qui a changé ses emballages et qui fait une campagne, sur le sucre d'origine végétale pour montrer qu'en fait, c'était finalement des plantes, donc c'était bon pour la santé. Enfin, il y a plein de manières de faire du greenwashing. On a plein d'exemples en tête. Je vous encourage, si vous ne le connaissez pas, à aller voir évidemment le groupe LinkedIn Pearl de greenwashing qui le fait très, très bien et qui va mettre, à l'amende un petit peu justement ces comportements-là. Mais en gros, c'est vraiment, le greenwashing en même temps, c'est intéressant, ça montre que la crise climatique est prise au sérieux par les par les différentes entreprises et différents acteurs industriels. Alors pas au sérieux par rapport évidemment, aux causes, mais aux conséquences que ça pourrait avoir sur en fait, leurs revenus et leurs profits. Donc, bon, c'est une première, on va dire, c'est un 1er pas, c'est insuffisant, mais ça montre quand même que ça leur pose question. Donc, les effets négatifs du greenwashing ne concernent pas seulement les cibles d'une organisation, mais également ses parties prenantes en interne. Je m'explique. S'il y a de plus en plus de gens qui quittent les entreprises qui font du greenwashing, c'est parce que dans une époque où on a besoin de sens au travail, le fait de bosser pour des gens qui vont en fait mentir, au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus. Et on voit bien que dans les démarches RSE, puisque moi j'ai la chance d'accompagner parfois des entreprises dans les démarches RSE, autour des questions de société ou de climat, s'il y a un écart perçu entre ce que dit la boîte et ce qu'elle fait en réalité, ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour les clients ou les parties prenantes ou les fournisseurs à l'externe, mais ça ne marche pas non plus pour les salariés qui finissent par quitter les entreprises. Donc ça montre que, le greenwashing, est quand même quelque chose qui dysfonctionne. Plus une organisation utilise de techniques narratives de greenwashing, plus son image se dégrade auprès du grand public, ça a été prouvé. Tout ce que je vous dis là, en fait, les différents points que je vous cite, excusez-moi, je ne l'ai pas introduit tout à l'heure, ce sont des points qui sont issus, informés par la recherche, hein. Donc il y a des études scientifiques qui l'ont montré, et là notamment des études sur le marketing, où en fait on a, comme ça, les écarts sont vraiment perçus par le grand public. Et en fait, plus il y a d'écarts perçus, plus l'image se dégrade et plus en fait, la boîte va perdre finalement de l'adhésion, auprès du grand public. Et à l'inverse, ça c'est intéressant aussi, moins une organisation met en œuvre d'opérations de greenwashing, plus elle est perçue comme cohérente et fiable, y compris lorsque ses actions sont nuisibles du point de vue environnemental et climatique. Ça c'est intéressant aussi, ça veut dire qu'en gros, il vaut mieux ne pas parler du tout de climat quand on est, éco-criminel, et bien on gardera une image finalement meilleure que quelqu'un qui parle de climat, alors que ses actions ne vont pas dans ce sens-là. Donc ça, c'est aussi intéressant et important. Comment finalement aussi débunker, non pas simplement, comment dire? Axer les actions sur le greenwashing pur, puisque ça tout le monde le voit, aussi axer des actions sur des entreprises qui ne font pas de greenwashing, mais qui sont, écocidaires. Donc, puisqu'elles finalement passent un peu sous les radars. Donc c'est intéressant aussi de bien garder ça en tête. Parmi les récits d'apparence, il y a aussi tout ce qui est ce que j'appelle moi la main verte, c'est-à-dire la manière dont les politiques publiques vont s'emparer de la question climatique. Alors c'est extrêmement complexe puisqu'on le voit par exemple, alors là j'ai mis, Antonio Guterres que vous connaissez, qui est le secrétaire général de l'ONU, qui fait énormément de discours alarmistes, à raison hein, évidemment, à propos de l'urgence climatique. Mais derrière, en fait, ces discours-là, l'ONU a quand même beaucoup de mal, en réalité, à faire respecter ou à faire appliquer, toutes les actions liées, aux objectifs de développement durable notamment, d'autant plus que ces ODD sont même critiqués parfois, heu, donc c'est évidemment très, très complexe. Donc, ceci étant dit, il faut des grandes déclarations climatiques. Ça possède une charge politique hyper importante, nécessaire, notamment dans un contexte politique international ou, institutionnel. Et c'est vrai que les discours de Guterres sont repris très largement sur tous les réseaux sociaux et c'est important parce que ça participe justement
de la sensibilisation et de la prise en compte de l'urgence climatique. Ça montre justement qu'on a besoin de figures, et des figures connues de toutes et de tous. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour diffuser le plus largement possible, encore et encore, par vague, la nécessité d'agir face à l'urgence. Euh, la réappropriation de l'urgence climatique par les pouvoirs publics et politiques entraîne aussi des expérimentations démocratiques. Ça a été notamment prouvé par des recherches en sciences politiques. Alors, en Irlande, ça a été le cas. Avant la Conférence citoyenne pour le climat, ou au même moment, je ne sais plus, il y a eu une expérimentation similaire en Irlande, où là, en revanche, les actions proposées par la convention qu'ils avaient montée ont été toutes appliquées, contrairement à la France, où en fait, finalement, il y a eu très peu de choses qui sont passées par la case législative. Mais ça montre aussi que systématiquement, quand on a en fait des pouvoirs publics qui tentent des choses par rapport à l'urgence climatique, tout de suite, ça va passer par des expérimentations démocratiques. Ça veut dire que l'évolution climatique, les évolutions par rapport à l'urgence climatique et la bonne santé des démocraties sont intimement liées. Ça, c'est hyper important aussi de garder ça en tête. À l'inverse, ne rien agir, ne rien faire par rapport au climat met en mauvaise santé les démocraties, voire les fait dériver sur des pentes fascisantes ou pré-fascistes. Les déclarations politiques sont à la fois des manifestes idéologiques et des actions de communication. C'est important. Ça reste de la com, avec ses limites. Mais en même temps, on a du coup aussi de la nourriture idéologique et politique très importante pour ensuite disséminer des idées et pouvoir aussi inspirer des actions. Et dans le contexte politique, il est difficile de séparer ce qui relève de l'idéologie, parce qu'il y en a aussi, mais c'est normal, hein. Tout positionnement politique et idéologique, ce n'est pas un gros mot, il ne faut pas avoir peur de ça non plus. Donc c'est difficile de séparer ce qui relève de l'idéologie, ce qui relève de la communication et ce qui relève de la connaissance scientifique, parce que parfois on a un peu de mal, et on a des hommes politiques ou des femmes politiques qui racontent n'importe quoi, qui font de la com, basée sur rien, ou qui font de l'idéologie basée sur rien, ou qui font de la connaissance scientifique sans faire de com, et évidemment c'est compliqué puisqu'il faut aussi communiquer. Donc c'est important de voir que les trois niveaux sont souvent entremêlés et potentiellement travestis en fonction de l'intention de l'instance qui produit le discours. Donc, ça c'est important. Quelle est l'intention, toujours, de l'instance qui produit le discours, quelle que soit l'instance, que ce soit un individu, une communauté, un porte-parole, etc., etc. Quelle est l'intention? Et il faut bien pouvoir, et c'est important d'avoir les trois finalement en même temps, avoir de l'idéologie qui va entraîner finalement. L'idéologie, c'est aussi des idées en fait, hein. Donc c'est pouvoir en fait porter un discours en lui donnant du fond, bien communiquer, parce qu'il faut qu'il porte ce discours, qu'il soit diffusé le plus largement possible, qu'il soit viral, et puis le laisser, que ce discours soit informé par la connaissance scientifique, évidemment. Les récits solutionnistes. Alors, les récits solutionnistes, ce sont des récits qui vont se dire, OK, on a un problème, on va agir, globalement. Et on va agir tout de suite. Alors, il y a plusieurs types de récits solutionnistes, hein. Celui qu'on connaît le plus ou le mieux, parce qu'il est extrêmement diffusé dans les médias en général, c'est le technosolutionnisme. Il y a énormément de figures qui est pro-science, avec, enfin, quand je dis pro-science, comment dire? En fait, c'est très compliqué d'ailleurs, parce que souvent, c'est plutôt des profils pro-technique, pro-ingénierie, et pas pro-science. La science du climat ou les sciences en général interrogent. Le but de la recherche, c'est d'interroger, poser des questions et regarder ce qui se passe, mener de l'enquête. Le but de l'ingénierie, c'est pas de poser des questions, c'est de proposer des solutions définitives. Ce sont deux manières de voir les choses totalement différentes. Les deux sont très utiles, évidemment, ce n'est pas la question. Mais le technosolutionnisme prend appui plutôt sur le discours d'ingénierie, donc de progrès technologique, pour dire en fait, le climat est un problème, traitons-le comme tel, trouvons la bonne innovation pour résoudre le problème, et on pourra continuer comme avant. Donc c'est trouver en fait le bon bouton sur lequel appuyer, et après plus de soucis. Donc le technosolutionnisme constitue aussi une forme de croyance dans le fait que le progrès permettra toujours de sauver l'humanité de n'importe quelle forme de danger, quel que soit le danger. D'accord? Donc c'est cette foi, en fait, parce qu'on est vraiment dans une notion de croyance, hein, dans le fait que les compétences humaines techniques pures vont toujours nous permettre de nous sortir de toutes les situations. Bon. Évidemment, ça a quand même de sacrées limites. Le technosolutionnisme s'appuie sur une stratégie discursive de dépolitisation, c'est très important. Il place le progrès technique et technologique et ses solutions au-dessus des questions politiques. Alors qu'on sait que ce n'est pas vrai. Mais c'est de dire, en fait, c'est très simple, c'est un problème purement technique,
Il n'y a pas de gauche, de droite, de politique, de machin, de truc. Alors qu'en fait, évidemment, les industries techniques ou technologiques qui vont dans ce sens-là sont d'abord financées par de grandes instances capitalistes. Donc, bon, on voit bien que c'est une fausse dépolitisation, mais c'est présenté comme tel. Donc, c'est une stratégie discursive de dépolitisation. Et c'est souvent ça, d'ailleurs, en général, quand on a de la mécanique ou de la technique, on se dit qu'au final, tout ça, c'est uniquement des objets, des engrenages, donc ça n'a rien de politique. Il n'y a rien de plus faux que ça, évidemment. Le technosolutionnisme est souvent utilisé dans une stratégie argumentative d'opposition au discours écologiste, hein, afin de contrer les discours de décroissance, de critique de la société de consommation et de remise en question du capitalisme industriel. Donc, ça montre bien que le technosolutionnisme ne s'attaquera jamais aux causes de l'urgence climatique, mais exclusivement à ses conséquences. Son but n'est pas de solutionner le problème en tant que tel et de faire disparaître, mais simplement de mettre des pansements sur les conséquences négatives. Le technosolutionnisme, c'est une stratégie donc proche des milieux conservateurs de toute façon, voilà, qu'ils utilisent de manière fréquente afin de conserver leurs intérêts, financiers notamment, économiques ou industriels. Alors là, je sais que ça fait partie des éléments dans le bouquin pour lesquels je ne me suis pas fait que des amis, mais tant pis. Euh, Parmi l'un des récits solutionnistes, il y a le colibrisme aussi. Je crois qu'il y a pas mal de questions, on verra ça plus tard ou de remarques, je ne sais pas. Je vais essayer d'aller vite pour garder du temps après. Donc le colibrisme établit que les changements individuels seuls suffisent à faire changer les choses. Et de surcroît, il provoque la comparaison et la mise en compétition des individus dans une logique du marché de la vertu. Ça, je pense qu'on a tous expérimenté. Bah, j'imagine en tout cas ici qu'on a des gens qui sont plutôt sensibles à la cause climatique, sinon on ne se retrouverait pas à ce midi. Euh, on connaît tous des gens qui vont nous expliquer qu'eux font mieux que nous, ou nous d'ailleurs, on a sans doute peut-être déjà fait nous-mêmes, hein, de dire oui, mais moi je trie mes déchets, mais moi je ne mange plus ceci, etc., etc. Et ça crée une compétition individualiste. En réalité, c'est quasiment l'aboutissement néolibéral de l'écologie, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'individu seul, euh, comme on a la même chose avec le rapport au corps. Hein. L'individu sculpte seul son corps, il est seul responsable de sa santé, seul responsable aussi de la démarche écologique. Donc, c'est évidemment l'un des écueils du colibrisme, c'est cette mise en concurrence sur un marché du comportement vertueux des individus. Le colibrisme peut être soit choisi, dans la mesure où un individu s'engage de lui-même sur cette voie, voilà, moi je décide d'eux. C'est pas forcément une mauvaise chose hein, d'ailleurs, hein, en soi. Il ne s'agit pas de dire que les comportements individuels relèvent de quelque chose de pas bon et donc on arrête tout. Mais soit subi aussi, c'est le fruit d'un rapport d'influence ou de domination, parce que c'est aussi ça qui existe. Il y a aussi des dérives sectaires dans certains groupes voilà, autour de ça. On peut parler aussi de Pierre Rabhi par exemple, enfin, tout ça, il y a pas mal de choses qui ont été compliquées autour de ces questions. Le colibrisme, parfois, peut être comparé au développement personnel ou au coaching, donc il y a aussi beaucoup de dérives dans ce sens-là, ou encore à des pratiques identifiées comme sectaires, donc c'est un problème, et parce que ça isole les individus, et ça les met en lien avec d'autres types de récits, peut-être un peu plus spirituels aussi, parfois, ce qu'on peut comprendre, puisqu'on a tous besoin de sens, mais parfois ces récits spirituels sont des constructions aussi, et des arnaques hein, évidentes. Et le colibrisme offre une analyse partiale des origines du réchauffement climatique et omet très souvent de prendre en considération, voire tout le temps, de prendre en considération les contraintes économiques, sociales, psycho-affectives, sanitaires et culturelles qui permettent ou non aux individus de s'engager. C'est aussi ça le truc, c'est qu'en mettant tout sur le dos de l'individu, on part du principe que quand on veut, on peut. C'est cette fameuse doctrine très néolibérale. Et que donc, si on ne veut pas, en fait, on ne peut pas, et que donc c'est une simple question de volonté. Or, on le sait, évidemment, notamment dans l'engagement par rapport au changement d'habitude culturelle, notamment dans l'alimentation, parce que j'ai eu la chance de travailler dessus, pour les milieux en fait, défavorisés. Les contraintes économiques sont extrêmement importantes pour pouvoir en fait, justement opérer une transition alimentaire qui permettrait de limiter la consommation de certains produits. Il y a aussi des contraintes psycho-affectives. Hein. Je veux dire, quand on est dans une spirale dépressive, on n'est pas en train de se dire, bon, comment est-ce que je pourrais changer les choses? Enfin, c'est compliqué. Contraintes sanitaires, aussi puis des contraintes sociales. Il y a des questions autour du handicap. Enfin, voilà. Donc, c'est évidemment des choses très importantes. Et dans la logique colibriste, ces contraintes-là sont souvent effacées, puisque l'individu, en fait, de manière assez naïve, est défini comme en fait une entité qui peut, de manière assez magique, tout résoudre en changeant tous ses comportements tout seul. C'est plus compliqué que ça, évidemment, on le sait, hélas. Récit solutionniste, la collapsologie. Alors, c'est intéressant, c'est pas vraiment un récit de solution en tant que tel, puisqu'en fait, il n'apporte pas de solution. Au final, la collapsologie laisse plutôt les choses se faire, on n'agit plus sur rien, et on reconstruira le monde d'après. C'est
C'est plutôt ça. Donc, les discours collapso ou effondristes, hein, c'est un peu la même chose, proposent une fuite en avant ou un isolement face aux conséquences du réchauffement climatique sans tenter d'en traiter ni les effets ni les causes. Et ce, malgré un constat juste informé par les travaux scientifiques. C'est ça qui est paradoxal dans la collapsologie, c'est qu'on ne va pas traiter les origines du réchauffement, puisqu'on imagine que c'est foutu, ni les effets, puisqu'en fait, on va se dire de toute façon, ce qu'il faut, c'est s'adapter aux effets. Mais en même temps, la sphère collapso connaît très bien les travaux scientifiques. Donc, c'est justement parce qu'elle est très informée qu'elle estime que, en gros, c'est foutu. Je schématise. Donc, ce type de discours, là aussi, a tendance, comme le colibrisme d'ailleurs un petit peu, hein, a tendance à ignorer des réflexions politiques plus larges concernant la nécessité d'une solidarité internationale ou la protection des personnes les plus fragiles. Parce que quand vous êtes en fauteuil roulant et que le monde s'écroule, ben, globalement, vous allez quand même plus être victime que les autres. Et la collapsologie, cette notion de communauté et de solidarité, elle en tient assez peu compte au final. Les discours collapsologistes ou effondristes exploitent des émotions telles que la peur, ça c'est aussi une réalité, donc des émotions plutôt négatives, afin d'offrir une image aussi romancée du monde d'après, avec toute cette idéalisation du retour à la nature, à la vie simple, etc., coupée des effets du changement climatique, hein, alors même que ces derniers impacteront tous les territoires et tous les individus. On sait bien que cette espèce d'idéalisation du fait que bon ben voilà, il n'y aura plus de monde, plus de ville, mais c'est pas grave, on ira tous vivre dans la forêt, dans des cabanes, ça c'est très utopique aussi. Et certains discours collapsologistes, notamment dans le cadre survivaliste, hein, adoptent une tonalité dite écofasciste. Alors, je dis certains, je ne dis pas tous, hein, c'est vraiment une dérive qu'on constate de temps en temps, proche de l'extrême droite. Donc il y a vraiment des basculements, on le voit de plus en plus de communautés. Je vous renvoie d'ailleurs au livre d'Antoine Dubio là-dessus, sur l'écofascisme. Vous avez dans certains extrêmes, en fait, certains collapsologistes qui vont basculer vraiment vers les thèses survivalistes proches de l'extrême droite, hein, qui valorisent le chacun pour soi et définissent le territoire et les écosystèmes locaux comme des territoires identitaires à défendre, avec aussi la question des armes à feu, etc. Donc là, ça va assez loin, évidemment. Alors, ouais, j'en aurais fini après, j'allais vite parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, je crois. On va garder un petit quart d'heure de discussion. Donc, évidemment, il y a des choses intéressantes qui se passent aussi, notamment du point de vue du militantisme. Donc, l'activisme climatique utilise le langage comme outil militant. Ça, on le voit vraiment dans les manifestations, notamment en France et ailleurs, hein, en créant des slogans qui inscrivent la thématique climatique dans le débat public et en s'appuyant sur la dimension ludique et divertissante de références appartenant à la culture populaire. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et c'est vrai que là, on a eu beaucoup de... Ça a participé notamment à la diffusion des idées. C'est qu'on a un militantisme climatique très actif et qui prend le relais de la science finalement et du GIEC. Donc c'est important et intéressant d'avoir cette dynamique-là. Les discours autour du militantisme langagier ne passent pas uniquement par des slogans, mais aussi par des actes militants qui participent à la construction de récits. Construire un récit, c'est pas simplement parler, hein, c'est agir aussi. C'est très important d'avoir cette notion en tête. Puisqu'un imaginaire, un discours, c'est aussi un discours incarné, un discours actif. Donc il y a des pratiques. Et les images qu'on va voir d'actions militantes ou de désobéissance civile, ça va construire un imaginaire aussi. Donc c'est évidemment très important d'agir. Ces possibilités discursives activistes inspirent aussi des scientifiques, finalement, qui finissent par s'investir dans le militantisme, hein. Scientist Rebellion, par exemple, euh, pour alerter sur la cause climatique, ce qui montre aussi que la simple com de données scientifiques est nécessaire mais insuffisante pour sensibiliser face à l'urgence. Et la radicalité des actions militantes et bénéfiques, ça aussi ça a été largement prouvé maintenant, même si certains scientifiques d'ailleurs disent qu'il ne faut pas être trop radical, mais ce n'est pas vrai, dans la mesure où elle permet en retour d'imprimer les thématiques climatiques dans la sphère publique et démocratique, de stimuler les discours, même modérés, nécessaires à l'action climatique. Ça a été assez largement prouvé maintenant par les recherches. Donc, pour terminer, dire l'urgence climatique, en fait, humanité environnementale et design. Donc, faire face aux enjeux du réchauffement climatique nécessite une posture interdisciplinaire, ça c'est hyper important. Et au-delà de la science, hein, c'est en général, il faut pouvoir prendre en compte plusieurs choses en même temps, politique, alimentaire, culturelle, etc., économique évidemment, qui va inclure les sciences humaines et sociales, en plus des sciences dures, qui étudient et analysent l'avancée du changement climatique. Là où les sciences dures nous donnent les preuves de l'avancée de ce changement, les sciences humaines peuvent nous permettre de mettre en œuvre le changement, en fait, évidemment, et de le faire accepter. Les humanités environnementales, ça on pourra en parler aussi, permettent une critique des récits qui affectent l'urgence climatique dans toutes leurs dimensions, ce que j'ai essayé de faire. Et ça commence, et ça c'est très important,
par les habitudes les plus anodines du quotidien. Et c'est là qu'on voit bien qu'on est sur une question de changement culturel, puisqu'il s'agit de faire bouger ce quotidien-là. Vous avez aussi, c'est intéressant de s'inspirer du design, donc vous connaissez le design en général, hein, de faire des beaux bâtiments architecturaux, mais à la base, c'est aussi une philosophie, une pratique réflexive, qui a été pas mal, avec des textes très, très enrichissants du côté des Pays-Bas, d'Israël ou d'Europe du Nord. Et le design propose des outils qui encouragent la conception et la création tout en les ancrant dans une relation fondamentale avec les écosystèmes. Ça veut dire qu'on peut concevoir des récits aussi et les créer, justement, en utilisant des outils de design. Ça, c'est très, très important. Bon, je pense que la fresque des nouveaux récits le fait, la fresque du climat y sensibilise aussi. Donc, on a plein de choses comme ça qui existent, mais ce qu'il faut, c'est aller encore plus loin, peut-être. De toute façon, il va falloir qu'on soit encore plus inventif et créatif dans les années à venir. Et puis, ce qu'il faudrait, ça c'est l'idéal, les conservateurs y arrivent très bien d'ailleurs, avec leur récit réactionnaire d'extrême droite, puisqu'il est international, ce récit-là. Donc, il faudrait trouver aussi un récit international fédérateur autour de l'urgence climatique, comme représentant l'une des urgences fondamentales auxquelles l'espèce humaine doit faire face, et le vivant en général d'ailleurs, hein, afin de permettre de réévaluer sa place dans le monde, auprès du vivant, sa définition de l'environnement ou de la nature, et de répondre aux défis qui se présentent à elle. Donc là aussi, évidemment, c'est particulièrement important. Alors, voilà, on avance, il nous reste un petit quart d'heure. Je suis désolé, j'ai été très rapide, mais il y a beaucoup de choses à dire, mais on pourra évidemment dialoguer. Je vous remercie pour votre écoute, et donc Blablabla est toujours disponible avec une préface de Valérie Masson-Delmotte. Merci beaucoup. Alors, je vais sur les questions. Les micros sont coupés. Ok, bon, ça c'est normal. Alors, Raphaël. Euh, donc, ce battatata, je vais... Peut-être Oui, que pardon. je vais relire la question pour les Ok, personnes vas-y. Ouais, ouais. qui regardent en replay. Alors, oulala, il y a beaucoup de questions. Si on remonte, effectivement, la première question de Raphaël, donc se battre contre des récits complotistes, climato-sceptiques qui jouent sur des leviers émotionnels, ok. Mais j'imagine que ces leviers sont les seuls qui nous permettront de promouvoir un récit et donc un avenir compatible aux enjeux climat, biodiversité. Alors, faut-il jouer sur les mêmes terrains que nos adversaires? C'est une excellente question. Là, il y a vraiment plusieurs pistes là-dessus, et je pense enfin, on va discuter avec des gens qui bossent en fait dans des institutions, dans des fondations, des ONG. Il y a ceux qui pensent qu'il faut jouer sur les mêmes leviers, et d'autres qui pensent qu'il faut surtout pas y aller parce que ça veut dire qu'on est comme nos ennemis globalement. Donc ça, c'est une vraie question éthique. Euh, Moi, j'essaie de me baser simplement sur ce que je sais du fonctionnement de récits du point de vue anthropologique. Donc, il faut des leviers émotionnels de toute façon, sinon on ne fait pas des religions. Moi, ça me paraît évident. De toute façon, on voit bien que le récit scientifique seul, notamment descendant, même bien informé, même bien pédagogique, etc., ne suffit pas. Parce que ces récits scientifiques ne suscitent pas d'émotions particulières, mis à part éventuellement de la peur, mais pas d'émotions positives. Donc, comment est-ce qu'on transforme ces récits-là, enfin ces données scientifiques, en récits positifs? C'est compliqué. Quand je dis comment, j'ai pas, j'ai pas la réponse. C'est partie de mes recherches, donc je suis dedans tout le temps. Donc, je n'ai pas encore la réponse, la solution miracle. Il y en a sans doute plusieurs des solutions qu'il faudra combiner à un moment donné, mais euh, je pense que ça dépend si on entend par le terrain de nos adversaires. S'il s'agit de dire que il faut faire peur, bah, en fait, ça ne marche pas. L'extrême droite arrive beaucoup mieux à jouer sur la peur que les progressistes. Parce que la peur de l'extrême droite, c'est une peur identifiable avec des solutions simples, toujours. Pour eux, du point de vue du conservateur, c'est un problème, une solution. Euh, je schématise très vite. En gros, il y a trop de musulmans en France, on dégage tous les musulmans de France, on n'aura plus de problème. Et c'est quelque chose de très concret parce on met en place une politique simple, on expulse et c'est fini. Dans la tête des gens, j'entends. Mais par rapport au climat, c'est beaucoup plus compliqué puisque notre peur à nous, entre guillemets, c'est le monde entier va changer, on ne sait pas trop comment, ça va être catastrophique, tout va être bouleversé, on ne sait pas comment y aller. Enfin, on sait qu'il va falloir s'adapter, mais c'est très compliqué. Donc ça, c'est une peur qui dépasse de très très loin finalement l'imaginaire de capacité d'action immédiate. Donc on se dit, bon, bah, puisque c'est de toute façon tellement immense, qu'est-ce que je vais faire, quoi? Ça me dépasse de très très loin au final. Donc c'est toujours le problème. Donc oui, il faut jouer sur les leviers émotionnels, mais quand on dit jouer,
Ça ne veut pas dire manipuler, c'est trouver les bonnes manières de faire adhérer, d'incarner correctement et de permettre vraiment d'emmener les gens. Pas de les emmener pour leur dire, bah, comment dire. Après, la manipulation, quand on persuade, quand on convainc quelqu'un, quand on persuade quelqu'un, même quand on lui dit, bah, écoute, tiens, on va aller au cinéma, on va aller voir tel film et toi tel film, on va forcément manipuler. On va essayer de convaincre. D'accord? Mais convaincre, c'est pas forcément faire insulte à l'intelligence des gens. On peut convaincre sans mentir, en fait. On peut écrire une histoire sans forcément ouais, être dans une logique du prix ou de tromperie. Donc, je pense que c'est vraiment dans cette dimension éthique-là qu'il faut construire les choses. Mais c'est complexe. Raphaël? Il faut que Claire Ah, ouais, il fait te pas. remette le micro. Mais en attendant sur ce que tu disais là, ça m'a fait penser un peu à ce que tu disais au début de ton intervention, le fait que la langue influence notre manière de percevoir le monde. Est-ce que la réponse, elle ne serait pas aussi dans la création de nouveaux mots, comme on a eu la création du mot éco-anxiété, sur l'astrologie, etc. Ouais. Et il faut que ces mots prennent après. En fait, il y a même il y a des travaux intéressants sur du langage qui montrent que, enfin, c'est pas qui montrent parce qu'en fait, on le sait depuis maintenant un siècle d'ailleurs, pile presque, que en fait, langue et culture sont liées. C'est-à-dire, en fait, une culture communautaire va produire une langue. Et en fait, quand vous avez une diversité linguistique, y compris des petites choses, ça montre qu'il y a des cultures différentes. Quand vous avez des différences en termes de mots, de patois, etc., en France, on dit de serpillière au lieu de sens, etc., tout ça, ça dénote justement qu'il y a des particularités culturelles importantes. Donc, quand on dit qu'on va créer des nouveaux mots, il faut aussi créer des nouvelles habitudes culturelles. Mais le problème, c'est qu'une culture, ça ne se décrète pas. Une langue non plus. Parce que l'espéranto, par exemple, qui est une langue purement créée de toutes pièces, ça ne marche pas en fait, hein. Donc, ce qu'il faut, c'est en même temps créer quelque chose, mais de manière très grassroots, hein, comme on dit aux États-Unis, donc que ça vienne des gens. Alors, on voit bien que du point de vue des habitudes culturelles, il y a des communautés locales qui s'organisent, des associations, des collectifs, donc ça prend. Mais justement, ça passe par ces petites actions-là. Ce qu'il faut après, c'est comment est-ce qu'on les relie, en fait, pour créer une culture commune qui va ensuite dépasser ces milieux militants ou déjà très investis pour se déverser auprès du grand public qui, lui, ne s'investit pas de la même manière. Mais c'est ouais, c'est un sacré challenge. Raphaël, pardon. Oui, c'est pas très important, mais c'est juste que j'avais posé cette question en début d'échange et en fait, je trouve qu'il y a un aspect de la suite de ton discours qui répondait en partie, à savoir que dans un discours, et tu parlais là des discours politiques, c'était un mix entre de la donnée scientifique, de l'idéologie et de la com, et que et d'ailleurs, j'ai reposé une question là-dessus après, mais je pense que c'est dans ce combo-là qu'il faut qu'on réussisse à trouver des équilibres honnêtes, effectivement, comme tu le Ouais. disais, et qu'il n'y a pas de honte à faire de la com et de l'information. Enfin, disons, l'information ne vient pas sans communication. Mhm. Et voilà, donc la question, c'est comment réussir à trouver des équilibres efficaces et honnêtes. Et voilà, et je pense que nous, avec Climat Média, du coup, je reviens sur la question que j'ai posée après, Mhm. comme ça sera fait. Comment nous, avec Climat Média, quand on regarde un journal télévisé, c'est-à-dire quand même le summum du truc le plus informationnel et froid normalement, enfin, dans ce qu'on peut imaginer en tout cas, euh, comment on peut décrypter ce triptyque-là? Dénouer les fils, est-ce que c'est des fils plus ou moins gros, plus ou moins tendus de communicants ou d'idéologues ou de machin, rarement de données scientifiques, hein. Mais voilà, comment nous on analyse les choses pour essayer de rendre ce décryptage, de le rendre visible et Bah, de le critiquer éventuellement ou mhm. de le féliciter d'ailleurs, puisque c'est aussi notre taf. Bah, là, c'est vraiment l'analyse de discours et typiquement, c'est exactement ça qu'il faudrait faire. C'est qu'il y a effectivement une cellule de décryptage, mais constante. Ça demande énormément de temps parce que ça veut dire que derrière, on va adopter une grille, on va pouvoir dérouler. Alors, ça, en analyse de discours, on sait le faire. C'est vraiment typiquement la Ah, base de mais, cette discipline scientifique, hein. donc, question subsidiaire, qu'est-ce que tu fais dans les prochaines années, quoi? Enfin, pour nous, je veux dire. J'ai tellement de Une trucs à faire. dispo, Mais une mise en dispo, ou je sais pas. je suis toujours disponible pour plein de choses. Il faut juste que j'arrive à gérer mon temps. C'est un peu mon gros problème. Mais, il faut dire tout à l'heure avant la réunion. Mais ouais, ouais, bien sûr, mais il y a un boulot énorme à faire avec un corpus. Enfin, il faut vraiment faire une veille constante. Là, ça me fait penser en fait
journaliste de Télérama dont j'ai oublié le nom, qui fait en fait comme ça, des fois, qui passe du temps sur les chaînes d'infos et qui va décrypter tout ce qui se dit dans les chaînes d'infos de manière humoristique, en plus assez rigolote. Et je pense qu'il y a aussi une manière de le faire qui peut être amusante et pédagogique, en fait, très didactique. Euh, mais aussi, je reviens sur la question du greenwashing. Non, ça ne fonctionne pas. Mais en fait, ça fonctionne uniquement pour s'acheter une espèce d'image grand public à peu de frais. En fait, le greenwashing ne sert pas à grand-chose parce que les gens qui vont chez Total faire leur plein, ils y vont pas parce que Total fait de l'éolien, hein. Moi, quand je fais mon plein chez Total, c'est que j'ai besoin d'essence en fait, hein. J'essaie de les éviter, mais quand j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Les gens qui vont chez McDo, ils y vont pas parce que la vaisselle est réutilisable ou parce que le logo est vert. Ils y vont parce qu'ils aiment le Big Mac ou les potatoes de luxe avec la sauce, quoi. Enfin, je veux dire. Donc, concrètement, c'est des gens qui sont déjà accros. Moi, j'aime bien cette notion moi, du fait qu'on soit accro au système dans lequel on est. C'est ce que Paul B. Preciado écrit dans un de ses livres là. Il explique qu'en fait, le système extractiviste, capitaliste, etc., n'est pas un système qui nous domine en réalité. On n'est pas, si on était dominé, on se révolterait. Il y aurait une injustice, on le sentirait. Mais c'est pas ça qui se passe. On y est accro. Et on a des bénéfices à y rester. Des bénéfices même des fois tout bêtes, de plaisir coupable, de petites facilités au quotidien, etc. etc. Et donc, on en a besoin, on y est accro. Et donc, c'est très difficile, quand on est accro à quelque chose, de l'arrêter. Quelqu'un qui est accro à la cigarette, il vaut lui dire que bah, c'est mauvais pour la santé. En général, quand on fume, moi j'ai fumé avant, il y a longtemps maintenant, quand je fumais, je savais que c'était pas bon pour la santé. Mais c'est pas... Une seconde, Albin. Excuse-moi. Ouais, c'est bon, je suis Voilà. de nouveau là. C'est bon. C'est bizarre. Donc oui, je reprends. Sur la clope, ce qui va faire arrêter la cigarette ou ce qui fait arrêter les gens qui fument, c'est pas les données scientifiques, c'est pas les chiffres sur le cancer du poumon. On se dit pas, bah oui, dis donc, c'est grave ce qui se passe, je vais arrêter de fumer tout de suite. Non. En général, c'est des événements de vie, c'est des cheminements personnels. Enfin, voilà, pareil pour, je sais pas, d'autres types d'addictions, l'alcool, j'en sais rien, ce que vous voulez. Mais ça veut dire que les données chiffrées pures, ça ne suffira jamais pour convaincre des gens. Ce qu'il faut, c'est proposer quelque chose. Et donc là, en l'occurrence, le greenwashing, les gens qui vont aller chez Total faire leur plein, moi le premier, puisque j'ai une voiture, je sais très bien que c'est pas bon, mais c'est là que je vais, parce que quand j'ai pas de choix, j'ai pas de choix. Est-ce que je veux dire? Donc le problème, il est aussi là, c'est comment est-ce qu'on... D'ailleurs, en fait, on va construire autre chose que simplement des données scientifiques. C'est pas ça qui fait qu'on passe à l'acte ou qu'on change. C'est souvent des choses émotionnelles très très fortes. Personnellement, par exemple, c'est au moment où je suis devenu papa que je me suis dit qu'il fallait que j'agisse beaucoup plus par rapport à ça. J'étais sensible avant, mais ça restait à un niveau très superficiel. Et donc j'ai basculé totalement à partir de là parce que je pouvais, enfin, c'est quelque chose d'émotionnellement très très fort. Alors, je dis pas qu'il faut faire des enfants pour se rendre compte, c'est un bon propos, chacun fait bien ce qu'il veut. Et puis bon, ça pollue aussi dans d'autres manières de faire des enfants de toute façon, mais en fait concrètement, ça veut dire que c'est vraiment à des moments émotionnels très forts que on va pouvoir avoir des moments de bascule. Donc ça prend des récits et des récits qui vont fonctionner sur des leviers de toute façon affectifs, entre autres, hein, mais forcément aussi affectifs, donc culturels, donc liés à des éléments quotidiens ou intimes, etc. etc. Il y avait une question de Teddy. J'ai vu tout à l'heure, il y avait sa caméra, il est au bureau, donc je pense que je vais la poser pour lui. Enfin, je ne sais pas si Teddy, tu peux la poser ou tu veux. Ouais, je peux. Ouais, c'était par rapport au colibrisme. L'impression que j'avais, moi, du colibrisme, c'était plutôt que c'était un mouvement qui... Enfin, du coup, j'ai regardé un petit peu la définition et j'essayais de voir les premières définitions que je trouvais. Et c'était pas de dire que c'était suffisant, mais à l'inverse, de dire que c'était nécessaire et pas forcément suffisant, ce que je trouve assez positif. Mhm. Et je me dis, à l'inverse, critiquer le colibrisme, est-ce que c'est pas un moyen d'échapper un peu à sa responsabilité, de dire... bon, bah, en fait, c'est un truc plus gros qui me dépasse. Du coup, moi, je peux pas faire grand-chose. Donc, bah, je vais continuer à prendre l'avion, à machin, parce que bah, c'est pas trop ma Mhm. responsabilité et individuellement, on peut rien faire. Et c'est ce que j'ai dit, hein, les comportements individuels sont nécessaires, mais tout basé là-dessus est évidemment une énorme erreur. En fait, les définitions du colibrisme, elles sont souvent définies par des gens qui sont dans ces mouvements-là. C'est facile. Donc, si quelqu'un va vous définir, je sais pas, la politique des républicains, forcément, ça va être beaucoup plus agréable que ses détracteurs. Moi, je m'appuie sur une analyse des discours hein, produits par ces instances-là. Et donc, ce que je vois, alors, il n'y a pas simplement les discours officiels, produits par exemple, les petits colibris, Pierre Rabhi, etc. Il y a aussi les discours des gens sur des forums qui vont échanger
et où là, on voit que en fait, les gens qui sont engagés là-dedans vont être vachement dans la concurrence interindividuelle, ou beaucoup aussi dans le fait parfois de se couper carrément du collectif. De toute façon, en fait, toute la société est mauvaise, donc en fait, je fais un truc tout seul dans mon coin. Bon. Et en fait, concrètement, c'est pas forcément nécessairement suffisant. C'est à sa limite pour plein de raisons. Par exemple, se couper aussi et faire des petits collectifs, à un moment donné, ne serait-ce que pour des questions de santé, comment est-ce qu'on gère tout ce qui va être maladie grave? À un moment donné, il faut bien qu'on retourne en fait à la civilisation, entre guillemets, avec tous ces écueils. Enfin, je ne dis pas, évidemment, je ne dis pas dans le bouquin, et je ne l'ai pas dit là, hein, que toute action individuelle était vouée à l'échec et que ça ne servait à rien. C'est important. Mais tout faire reposer là-dessus, et c'est malgré tout, même si le colibrisme aimerait en fait montrer un peu le contraire officiellement, dans les faits et dans d'autres discours produits, donc tout un corpus de discours produits, en fait, on voit que quand même tendance à montrer que ça commence d'abord par l'individu, en fait. Et que donc, si on commence pas en tant qu'individu, on est coupable déjà de fait de ne pas avoir fait quoi que ce soit. Et le problème, c'est que ça commence pas d'abord par l'individu. Ça commence sans doute aussi par l'individu, mais pas que. Et on voit bien que toujours la question d'échelle, en fait. Et ça, c'était des choses qu'on voit très très souvent circuler un peu partout. C'est des notions d'échelle. Alors évidemment que si d'un seul coup, on arrête tous individuellement à consommer de la viande de bœuf, par exemple, ça aura un poids considérable. Donc ça, c'est une évidence. Mais ça ne suffit pas. En fait, ce serait assez magique si, en fait, d'un seul coup, tout le monde en même temps prenait conscience de la gravité de la situation et que tout le monde en même temps changeait ses comportements. Ce serait génial. Ça n'arrivera sans doute jamais. Donc, en fait, puisque c'est des processus très très longs et très très lents, on sait aussi que derrière, il faut des actions politiques fortes, fiscales, économiques, financières, des groupes industriels qui s'engagent et qui laissent tomber des projets entiers, etc., etc., donc renoncent à des profits records. Et donc, on voit bien que ça, en revanche, en tant qu'individu, on a très peu de prise là-dessus, par exemple. D'accord. À moins de tous arrêter de prendre notre voiture et de faire de l'essence, alors que il y a des endroits où c'est impossible de faire autrement, dans les zones périurbaines, dans certaines zones périurbaines, pardon, mal desservies par les transports en commun, ou à la campagne, c'est compliqué. Ça peut l'être en tout cas. Quand on a des enfants, quand on les déposé à l'école, puis à la danse, puis à machin et tout, enfin, je parle d'une réalité que je connais très très bien pour le coup, tout faire en vélo ou en bus, ça va prendre 10 fois plus de temps. Et donc, c'est très compliqué. Comment est-ce qu'on fait? Alors, l'idéal, c'est d'habiter pas loin de tout, par exemple, mais ce que je veux dire par là, c'est que, évidemment qu'il faut encourager chacun à faire ce qu'il est possible de faire à son niveau, à sa mesure. Mais tout faire reposer sur l'individu et le culpabiliser éventuellement, ou faire, en fait, contribuer à une compétition entre les individus, et cette course à la vertu, qui en plus, en général, est hélas quelque chose qui est très répandu dans le camp progressiste en général, donc pas simplement sur l'écologie, mais aussi sur le racisme, aussi sur les dimensions sociales, etc., on trouvera toujours moins éclairé que soi, ou plus éclairé que soi. Et je pense que là, en fait, on va perdre aussi le grand public, puisqu'il s'agit quand même d'embarquer un maximum de monde. D'accord? Donc, c'est compliqué. Encore une fois, moi, j'arrive avec des analyses, je travaille sur des solutions, je ne les ai pas. Il y a des pistes, il y a des bouts, je pense qu'on n'en est pas encore là, il y a plein de petites choses. Et c'est parce que plein de petites choses émergent partout qu'on y arrivera aussi. Donc, on a besoin aussi justement d'essaimer au niveau individuel ou collectif, etc., par des petites communautés. Mais c'est en cours, quoi. Mais tout faire reposer sur l'individu exclusivement, ce qui malgré tout est une des tendances négatives du colibrisme, ça me paraît être contre-productif. Et surtout, ça décourage le grand public qui, de toute façon, lui, n'est pas nécessairement sensible à tout ça. En plus. C'est un risque, en tout cas. Merci. Il y a une question de Claire. Je ne sais pas, Claire, si tu veux la poser ou si tu veux que je la lise. Vas-y. Bonjour tout le monde. En fait, on constate dans les médias, dans le cadre de notre travail à CNUA Média, justement beaucoup de reportages autour des éco-gestes. Et donc, c'est pour donner un peu de l'eau à tout moulin. Et donc, la question, c'est comment présenter au mieux la complexité dans les médias. Est-ce qu'il y a des idées, des choses, sachant qu'en plus, le format JT est quand même très bref, très court. Donc, nécessairement, ça rend les choses encore plus compliquées. En fait, ce qu'il faudrait, c'est installer les thématiques. Alors, moi, je trouve ça super sympa que la météo de France 2 ait basculé avec un temps climat, par exemple. Parce que la météo, il y a plein de gens qui la regardent. Plein de gens. Enfin, on ne se rend pas compte, notamment des personnes plus âgées, pour qui la météo, c'est hyper important, parce que demain, on va savoir comment on va s'habiller, quoi. Donc, en fait,
là, on va toucher un public qui, au début, n'est pas forcément captif par rapport à ces récits-là, qui au début va se dire d'ailleurs, ah, ils nous font chier avec leur climat, ça y est, maintenant la météo machin, peut-être. Puis au fur et à mesure, vont s'habituer. De toute façon, les habitudes culturelles, ça se construit au fur et à mesure. Hein. C'est pas quelque chose qui va pas se faire en une soirée ou en une semaine. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va se mettre au fur et à mesure dans les têtes, dans les mœurs, dans les habitudes. Et puis après, de toute façon, c'est les vraies questions. Enfin, j'ai bossé avec la Fondation européenne pour le climat plusieurs fois et avec Open Society Foundation, que vous connaissez peut-être. OSF étant un énorme organisme en fait qui finance beaucoup d'études, notamment pour le progrès démocratique. C'est la fameuse organisation fondée par George Soros, milliardaire hongrois, qui est souvent la cible de l'extrême droite, parce qu'en plus il a le malheur d'être juif, le pauvre. Donc en fait, du coup, il y a des fondations, elles sont rares, mais elles existent, qui financent des études. OSF en fait partie pour justement travailler sur comment construire en fait des récits autour des questions de progrès démocratique. Ça inclut le climat. Donc après, le problème de la présence du climat, c'est comment le faire apparaître. Si c'est de l'anecdote ou des éco-gestes, bon. Moi, ce que j'avais vu quand j'avais travaillé sur la présence du climat sur les réseaux sociaux pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est que les discours d'exemple étaient perçus très positivement. Les gens qui, à un moment donné, lancent en fait un atelier de récupération de trucs, etc., enfin, ou d'autres petites choses, et qui sont montrés dans les petites vidéos type brut, etc., ça marche super bien, ça. Parce qu'on personnalise, et ce que je disais tout à l'heure, on a besoin d'incarner, en fait, d'avoir des figures, quoi qu'il arrive. Donc on personnalise, on n'individualise pas, mais on personnalise, on personnifie. Et en fait, du coup, on se dit, tiens, bah, c'est bien ce qu'il fait lui, j'aurais peut-être faire quelque chose moi aussi. Et en fait, ça donne des exemples positifs, et on a envie de s'identifier à des exemples positifs en général, plutôt que des exemples négatifs. Euh, En fait, oui, je suis d'accord avec Raphaël sur le JT. Il faudrait quasiment que dans chaque JT, il y ait une page climat, quoi. Dans chaque journal. Ça devienne en fait une rubrique, comme on a des rubriques économie, des rubriques chien écrasé, enfin voilà. Et il en faudrait pour d'autres sujets d'ailleurs, mais ce serait important. Mais tout comme en fait les chaînes d'infos en continu devraient avoir, à un moment donné, non pas comme. Enfin, bon, BFM TV a fait un truc super avec Bruce Toussaint, avec cette projection en fait dans la France de 2050. C'était super, et c'était un one-shot. Mais ce qui vous reste, c'est vraiment une émission quotidienne ou hebdomadaire sur le climat, et que chaque chaîne d'infos en continu, ça se traîne à le faire, avec des gens spécialistes, etc. Bon, sauf CNews, ils ne le feront jamais. Mais je pense que ce n'est pas les plus regardés, en fait, de toute façon. Mais donc BFM TV, LCI, ils ont les moyens de faire quelque chose, en fait, autour de ça qui serait intéressant. Et on voit bien que même BFM, ça commence à percoler, ces questions-là. Alors évidemment, c'est jamais assez, on aimerait en voir plus, et puis des fois, ils ont des relents sceptiques, etc. Mais quand même, je trouve que dans une chaîne comme BFM, ça commence à infuser de manière vraiment évidente. C'est super, il faut aller plus loin. Et puis, bah, ouais, dans les JT, il faudrait que chaque JT, à chaque fois, ait une page climat. Ça me paraît de toute façon inexorable. Si en tout cas on veut vraiment, si ça doit participer à cette inscription culturelle petit à petit, il faut ça. Et montrer des exemples positifs dans ces pages-là aussi. Justement, raconter à la fois des choses, peut-être remontrer toujours un peu la scène d'alarme, dire attention, c'est vraiment ce qui se passe, c'est grave. Et on met un exemple concret de ce qui est en train d'arriver ici ou là, donc localement, parce que les gens se sentent très très proches de ça, surtout en France. Le côté Jean-Pierre Pernaut, il faut l'utiliser, hein. Vraiment utiliser ce ressort-là. Et en même temps, derrière, dire, et aussi, on peut faire quelque chose, exemple positif local aussi, et bim, on y va. Donc, pour aussi incarner et montrer que ça peut se passer près de chez vous. Et ça, voilà, c'est important. Moi, j'avais une question sur du coup, la dernière partie de ta présentation. Tu parlais de dire l'urgence. Donc, tu disais voilà, le discours militantiste, l'humanité environnementale et le design. Et est-ce qu'on ne pourrait pas aussi avoir une troisième piste qui serait le discours artistique, entre guillemets, enfin, qui s'exprime à travers les œuvres d'art, à travers le théâtre, à travers l'humour aussi. Je pense à Guillaume Meurice, à Malheur actuel. Si, bien sûr. En fait, bien sûr, bah, ça fait partie des pistes pour le design. En fait, le design, en fait, en général, essaie de travailler toujours sur les différentes pistes d'action, d'incarnation, et comment on s'en conçoit pour incarner et avoir un objectif et l'atteindre. Donc, évidemment que l'art, il fait beaucoup. Ce serait bien si on avait je sais pas moi, des rappeurs qui faisaient un peu de son en parlant de ces sujets-là, alors qu'ils touchent déjà énormément de monde. Il y a plein de figures qui pourraient le faire. On a vu qu'il y a des influenceurs qui se sont bougés, par exemple, pour le sujet des retraites.
Très bien, top. Allons-y pour le climat aussi. D'accord? Alors, ils ne sont pas nombreux ceux qui l'ont fait, puis c'était ponctuel et pour des. Voilà. Mais ça a été fait, on en a vu quelques-uns. Donc c'est important. Tous les leviers sont importants. Et évidemment que l'art, la musique, la peinture, enfin, tout ce qui peut permettre de sensibiliser en général, d'exprimer quelque chose, c'est important. Et là-dessus, on a encore un peu de boulot parce que. Mais oui, il faut taper partout, partout où on peut, bien sûr. La cuisine. Quand on voit que. Je suis désolé parce que je suis. Je regarde beaucoup trop Top Chef, mais c'est une des seules émissions de télé que je regarde. En fait, que je suis même. Et en fait, on voit bien que de plus en plus, on commence à avoir des chefs qui proposent une cuisine végétale avec des épreuves liées à ça. Alors, on sent bien que c'est moqué encore, mais ça vient. Et le fait que maintenant, la question enfin, la cuisine en fait, végétale ne soit plus simplement liée à des restaurants type Bobo, etc., mais que ça commence à venir dans la grande cuisine, la gastronomie, donc être valorisée et légitimée pour le grand public en disant ah oui, bah, si des grands chefs le font, c'est que ça doit être bon. C'est dommage, hein, c'est triste d'en arriver. Enfin, il faut utiliser tous les leviers, en fait, y compris et surtout les leviers culturels. Et comme dans ce pays, la gastronomie est quelque chose de très important, il faut utiliser ce levier-là, entre autres. Hein. Et l'art, en fait, enfin, je dis parce que art culinaire, on peut imaginer, mais et l'art en général en fait partie. Donc oui, il faut aller sur ce terrain-là, c'est inévitable. Merci. Je ne sais pas si j'ai l'impression qu'on a plus d'autres questions, comme l'a Ah, il y dit avait une petite Claire. question Si sur la jamais... collapsologie de Raphaël, mais je vais répondre très vite parce qu'on est, Ah oui, même moi j'ai dépassé le temps. Il faut que je bouge aussi après, mais euh, oui, donc peut-être pour oui, ouais, pour la répéter à l'oral pour le replay. Donc Raphaël dit, de ce que je comprends de la collapsologie, le temps d'après se prépare aujourd'hui en organisant dès maintenant la collaboration, la solidarité, etc. Pas trop d'accord avec ton propos, ou alors je ne prends pas la mesure de l'étendue des discours collapsaux. Par exemple, j'exclus les survivalistes. En fait, on n'a pas besoin de discours collapsologiste pour savoir que la collaboration, la solidarité est importante. Je veux dire, toutes les initiatives locales, collectives, communautaires, associatives, militantes qui existent, elles sont déjà dans cette logique-là. Et une logique aussi qui souvent va de pair avec une véritable envie de renouveler aussi les processus démocratiques. Donc cette notion de solidarité, de collaboration, de toute façon, elle est évidemment consubstantielle comment dire, de la prise en considération du sérieux de l'urgence climatique. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est très, très clair. Et là aussi, c'est comme le colibrisme. Ce sont des choses, comment dire, quand on commence à lire entre lignes et à gratter, en fait, ce que moi j'ai essayé de faire, en tout cas dans le bouquin, puis dans tout ce que j'ai pu étudier, il y a des exemples en fait concrets dans le bouquin avec des analyses de ces exemples-là. Donc, ça, c'est le petit teaser pour, pour s'intéresser au livre. Mais justement, j'essaie de faire ça en disant, bah, concrètement, voilà pourquoi c'est compliqué, en fait. Pourquoi entre ce que la collapsologie affirme, ou ce que le colibrisme affirme, ou ce que le technosolutionnisme affirme, et en fait les discours les majoritaires dans ces sphères-là, on se rend compte que c'est pas aussi simple. Et que la solidarité, en fait, elle n'est pas forcément toujours matérialisée de manière aussi évidente que ça, ou alors avec des individus qui sont d'accord avec moi, et qui ont les mêmes capacités que moi, physiques, etc. Donc, enfin, il y a aussi ce truc-là, et c'est assez compliqué. Après, aucun discours n'est parfait. Là, encore une fois, je ne dis pas que la collapsologie prend appui sur des choses très concrètes et évidentes. Hein. Évidemment qu'il va falloir s'adapter, de toute façon. Donc ça, c'est clair, et là-dessus, ils ont raison. Mais en fait, cette notion de solidarité, de collaboration, elle n'est pas forcément si évidente. Et moi, ce dont je parlais aussi, c'était notamment certaines dérives, hélas, survivalistes, que tu exclus à juste titre. Mais malheureusement, on voit que vraiment, il y a dans les sphères collapso, pour en connaître certains en tout cas, des gens qui ont fait des stages de survivalisme en forêt, par exemple. Et là, on voit que ça dérive, en fait. Donc, il y a cette pente glissante-là. Tout le monde n'y va pas, évidemment, mais c'est un des écueils. Et donc, ça montre là aussi qu'on faut faire attention vers où on glisse, justement, quoi. Mais bon, c'est toujours ça, ce qui est intéressant avec l'analyse de discours, c'est qu'il y a ce que les porte-paroles disent de ce qu'ils font, puis est-ce qu'ils se disent vraiment. Et puis quand on analyse, on voit qu'il y a des choses un petit peu plus compliquées que ça. Là, c'est du point de vue sémantique, du point de vue des imaginaires, et là, on va un peu dans le fin du fin. Et ouais, donc parfois, on peut être un peu déçu. Moi, en analysant certaines choses, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Mais bon, c'est le jeu. Et justement, à partir de là, quand on voit les choses positives et les limites, qu'est-ce qu'on fait de ces limites? Comment est-ce qu'on rebondit pour construire différemment, quoi.
Eh bien, merci beaucoup, Albin, pour ta présence et merci beaucoup pour ce temps d'échange. Voilà, on te libère. On va faire un micro-point pour tous les présents ici. On n'a jamais été aussi nombreux, donc merci beaucoup pour votre confiance. Juste un petit point pour vous présenter Climat Média pour ceux qui nous ne connaîtraient pas si bien que ça. Donc, on est une association créée depuis à peu près 6 mois, composée exclusivement de citoyens engagés. On vient de tous les métiers, tous les secteurs. Voilà, il n'y a quasi pas de journalistes parmi nous. On a vraiment voilà, tous les métiers qui sont représentés parmi nous. Et nous sommes plutôt des citoyens très éclairés sur ces sujets-là. Et c'est pour ça que nous nous engageons à faire évoluer les médias. On travaille désormais aujourd'hui avec les médias et donc ça se passe très bien. Et donc on travaille principalement avec TF1 et France TV et on espère entamer des discussions avec M6. Et donc voilà, on est une quinzaine de personnes actives actuellement et il y a de la place pour tous ceux qui voudraient ouvrir de nouveaux chantiers avec nous. Et voilà. Et en fait, le travail est infini. On est une des seules associations qui travaillons sur le sujet avec Quota Climat. Et ce que nous disent tous les journalistes et tous les acteurs avec lesquels on travaille, c'est que notre rôle est essentiel et qu'on a vraiment un rôle de caisse de résonance de tous ces enjeux-là au niveau médiatique. Et donc, on peut dire d'une manière ou d'une autre qu'on a permis l'évolution des médias. Donc voilà, c'est une association à fort impact. Donc, si vous voulez vous engager, je vous envoie tout de suite dans le chat comment adhérer à notre association et surtout comment rejoindre notre boucle WhatsApp pour travailler avec nous, à faire de la veille climat ou plein d'autres choses parce qu'on est très ouvert à d'autres chantiers. Merci à tous. Merci beaucoup. On va clôturer. Bonne journée à tout le monde et au plaisir de vous retrouver au À prochain bientôt. temps de cerveau disponible.